Donc dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. On peut dire 3 fois. Dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux 2 accumulations réunies par cette session de discussion, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations réunies par cette session de discussion, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations réunies, grâce à cette session de discussion, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc, une question. Pourquoi doit-on développer la patience avant la persévérance? Est-ce qu'il faut développer la patience avant la persévérance? Et pourquoi? Est-ce qu'on a... Peut-être, hein, tout simplement. L'antidote à la colère? Oui, c'est l'antidote à la colère. Mais bon, la question c'était, oui, c'est l'antidote à la colère. La question c'était pourquoi il nous faut la patience avant la persévérance. Ce que tu dis, c'est vrai, mais... Ouais. Il faut beaucoup de patience pour persévérer. Oui, parce que, qu'est-ce qu'elle fait la patience? Elle nous permet de faire face à la souffrance, sans se désarçonner, se laisser désarçonner. Par exemple, ne pas se laisser désarçonner par la chaleur, le froid, et pas se laisser troubler par les conditions qui ne sont pas complètement idéales, et que l'on rencontre. Par exemple, la chaleur, la souffrance d'avoir trop chaud, d'avoir trop froid, ne pas être trop douillet, mais savoir répondre, pouvoir supporter les choses, sans perdre tous nos moyens pour pouvoir continuer. Par exemple, voilà, c'est un bon exemple. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous avez fait la réunion là il y avait une réunion, ouais. Ouais, vous étiez combien? 8, 6, d'accord. Donc, oui, donc il y a un groupe qui se réunit parce que... Tu veux expliquer, Myriam, peut-être? Est-ce que c'est possible que des gens se joignent à vous? Encore, oui. Donc c'est bien d'expliquer en 2 mots qu'est-ce que vous faites et s'il y a des gens qui sont intéressés, comment il faut faire. En fait, le groupe a été initié par Nicolas, qui est un ancien étudiant du PEBA, et donc l'idée c'est de se retrouver autour des méditations du Lamrim et de le programmer sur une année. Donc, en plus des réunions le dimanche qui auront lieu à 2h15, de 2h15 à 3h moins le quart, ces réunions sont ouvertes à tous. On a décidé aujourd'hui d'ouvrir un fil de discussion spécifique sur le forum pour pouvoir échanger aussi entre les rencontres donc mensuelles. D'accord. Et donc, ce qui a été aussi précisé, c'est que peuvent être intéressés pas seulement les étudiants qui se sont engagés à faire le Lamrim au quotidien, mais ceux qui essaient de le faire. Donc c'est pas un engagement de résultat, mais c'est un engagement
d'essayer de le pratiquer, quoi. Il ne faudrait pas que ce soit un frein que de se dire parce que je n'y arrive pas à le faire tous les jours, je ne viens pas au groupe. Voilà, c'est ça qu'on s'est dit aujourd'hui. Voilà. Donc il y a un engagement, c'est pour les gens qui veulent méditer le Lamrim régulièrement. Mais si vous le faites, vous essayez, vous faites de votre mieux. Si vous le faites pas tous les jours, au moins vous essayez et ça compte pour. Et l'idée, c'est de s'émuler pour que on ait ensemble le courage et la force de le faire le plus quotidiennement possible. Voilà. Donc c'est un groupe de soutien. Je dois dire aussi que bon, c'est parti du fait que Nicolas a décidé de le faire lui, mais l'idée c'était pas l'idée, en fait c'était l'idée de la Mazopa Rinpoche au départ, hein, qui a conseillé ça, et donc on a repris dans le PEBA, et comme Nicolas, qui est un ancien étudiant, a décidé de le faire pour lui, ben on a dit c'est bien si ça aide aussi les autres, voilà. D'accord. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez parler à Myriam. Et puis il y a le forum qui va être utilisé aussi pour ça, d'accord. Françoise va envoyer un mail à tout le monde là pour relancer l'idée et surtout pour donner rendez-vous sur le forum. Voilà. D'accord, donc Françoise va donner les instructions sur comment faire. Très bien. Donc l'enseignement qu'on a eu ce week-end, je ne vais pas tout reprendre, hein. Je pense que c'était assez clair. Je ne vais pas reprendre tous les points, hein. Mais bon, ce qu'il y a, je veux souligner de nouveau l'importance de si vous étudiez, hein, si vous voulez étudier le texte. Donc, en principe, je pense qu'on vous demande, ou en tout cas on vous conseille de lire le texte avant de venir à l'enseignement, hein. Déjà, comme ça, vous avez une idée. C'est bien de lire avant. Hein. Ça vous prépare, comme ça vous avez pas, c'est pas juste soudain là, ces idées d'où elles viennent, vous êtes déjà un petit peu préparé, c'est bien. Et bon, aussi après l'idée c'est d'étudier aussi après l'enseignement, hein, entre les deux sessions de PEBA. Donc évidemment chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais bon, l'idée pour les personnes qui suivent le PEBA, c'est de faire ça, et c'est pour ça qu'on vous donne je vous donne des questions à la maison, hein. C'est en fait pour vous aider à reprendre le matériel, hein. C'est pour ça, parce que certaines questions elles sont pas forcément difficiles, mais bon, ça vous encourage, j'espère, à chercher, etc., hein. Donc une chose qui est très bonne, c'est toujours la division du texte, l'économie du texte. Il y a tout dans l'économie du texte. Donc je vais faire une petite réflexion d'ailleurs. Dans le dernier PEBA, dans le dernier travail que vous avez rendu aujourd'hui, il y avait une question. Oui, il y a des questions quelquefois qui sont faciles, hein. Mais il y avait une question où on vous demandait, par exemple, hein, c'était une petite astuce de ma part, hein, quels sont les 4 dharmas du fidèle vertueux, hein, hein, en fait, comme ça j'ai pu voir hein, directement qui c'est qui lisait le commentaire et qui c'est qui lisait pas le commentaire, hein. Si vous étudiez, évidemment vous étudiez à partir du commentaire, hein, parce que c'était la note 134 à la page 164, hein, et donc la plupart d'entre vous l'avez bien trouvé, hein, donc vous avez su dire quels sont les 4 dharmas du fidèle vertueux, et parmi ceux qui n'ont pas su, hein, il y en a qui ont dit je sais pas, mais la plupart d'entre vous qui n'avaient pas trouvé la note, vous avez quand même répondu des choses très intéressantes, hein. Vous avez trouvé 4 conduites, hein, qui s'appelait pas comme ça, mais quand même, vous êtes bien débrouillés, hein. C'était intéressant de voir. Vous avez vraiment mis la bonne volonté. Comment? Voilà, on se dépatouille, hein, on trouve quelque chose à dire. Bon, pourquoi pas aussi, hein. Bon, c'est intéressant. Mais c'était un peu une petite astuce, hein, de ma part. Sinon, bon, un bon outil, c'est toujours ça, hein, c'est toujours les divisions. Bon, ça peut être un peu rébarbatif, tous ces chiffres, hein. Mais en fait, si vous regardez bien, tout est là, en fait. Tout le plan, tout ce qui est dit est là. Les divisions expliquent. Donc, quelquefois, il peut y avoir des réponses aux questions ici aussi, hein. Par exemple, un point, comment expliquer un point,
Ça peut être, par exemple, les différents points d'un titre. Hein. Donc, je ne vais pas tout reprendre, mais en fait, en bref, ce que Geshe-la a expliqué jusqu'à présent pour l'enthousiasme persévérant. Donc, d'abord, on a identifié l'enthousiasme persévérant. Hein. Qu'est-ce que c'est la définition? Ou la persévérance enthousiaste? La définition, c'est quoi, comme ça, sans regarder? Qu'est-ce que... Aller naturellement vers la vertu. Qui dit mieux? C'est l'effort joyeux. C'est un autre nom de la persévérance enthousiaste. Ouais. Voilà, c'est la joie dans la vertu. Hein? Ouais, la joie dans la vertu, l'entrain à pratiquer la vertu. C'est ça. Hein? Dans le texte ici, c'est l'entrain. Souvent, on dit la joie. Hein? La joie dans la vertu. C'est, alors ici, par exemple, si vous avez votre plan, je suis très fan des plans, moi j'aime bien les chiffres. Et ben vous voyez que, est-ce qu'on le voit là? Identifier l'enthousiasme persévérant, c'est à la strophe 2, le vers numéro 1. Voilà, comme ça c'est facile. Hein. La persévérance, c'est l'entrain pour la vertu. Hein. Se tourner, l'inclination, la joie, avoir envie, hein, l'élan. Hein. Sans joie, sans entrain, c'est difficile de s'engager dans quelque chose. Donc, ensuite, il y a deux grandes divisions. Une, c'est la 2-1-2-1, abandonner les facteurs contraires. Et 2-1-2-2, développer la force de l'antidote, hein, qu'on a commencé là ce matin. Donc, abandonner les facteurs contraires, c'est la paresse et les trois types de paresse. Hein. Oui. Oui, tu veux prendre le micro? Ouais. Merci. Donc les trois types de paresse, l'oisiveté. Après, je me souviens plus. Les activités... Ah oui, se lancer dans plein d'activités, dire qu'on est occupé à voilà, plein de choses qui ne sont pas liées au dharma. Qui ne sont pas liées au dharma, oui. Alors, ça s'appelle aussi dans le texte l'attachement aux activités mauvaises. Hein. Ouais. Ça veut dire être pris par des tas de choses. Ouais. Et le troisième? Et le troisième... On a médité dessus ce matin. Ah oui, se déprécier, se décourager, se dévaloriser. Voilà, se décourager parce qu'on se dévalorise, on se dit qu'on va jamais y arriver. Hein. Et donc, abandonner les facteurs contraires, en fait, ça consiste à abandonner ces trois paresses. Hein. Abandonner la paresse qui se délecte de l'oisiveté. Donc, il y a abandonner la paresse en contemplant ses inconvénients dans cette vie. Après, en contemplant les souffrances des vies futures. Hein, ça va jusqu'au vers 14, la strophe 14. La strophe 15, c'est abandonner la paresse qui s'attache aux mauvaises actions. Et ensuite, l'abandonner la paresse qui se décourage face à la vertu. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des passages que vous aimeriez revoir ou sur lesquels vous avez besoin de... Vous avez envie de revoir ou qui ne sont pas très clairs? Sur ce week-end, oui. Tu as autre chose au sujet de la colère? Oui. Oui, mais bon, là, j'ai plus... on verra, ouais. Peut-être on voit d'abord sur ce week-end. Ah, mais bon, on le garde en réserve. J'ai même pas mon texte, là. Oui, Emmanuel. Oui, j'aurais aimé avoir des précisions par rapport à la strophe 16 et abandonner la paresse qui se décourage face à la vertu. Il avait proposé 4 choses avec l'enthousiasme, persévérance, semblable à une armure, la mémoire, la vigilance, la détermination. Et il avait fait les distinctions
avec avant la préparation, la stratégie et pendant l'action. Il avait fait pas mal de distinctions là et j'avoue que c'était un peu flou pour moi. Oui, mais je ne sais pas si c'était très clair non plus. J'ai eu l'impression, moi, que dans la... J'ai eu l'impression aussi que il y avait une comparaison avec l'armée. Hein. Il y a eu une comparaison qui a été faite avec l'armée, sans découragement, à l'aide d'une armée, avec diligence et maîtrise de soi. Je m'égaliserai avec autrui. Je m'égaliserai avec autrui, puis je m'échangerai avec autrui. Hein. J'ai trouvé aussi, comme l'on triomphe de ses ennemis grâce aux 4 dharmas vertueux, victorieux. Moi, le héros à l'esprit d'éveil également, j'élève mon esprit. C'est-à-dire qu'à la pensée de m'exercer dans le chemin, je suis sans découragement. Je suis en train de lire le commentaire à la page 9. Hein. À la pensée de m'exercer dans le chemin, je suis sans découragement à l'aide de 4 choses. J'ai l'impression. À l'aide de l'enthousiasme persévérant, semblable à une armure. En guise de préparation, je m'évertue à accumuler l'armée de 2 collections. Lors de la pratique, je pratiquerai avec diligence, grâce à la mémoire et la vigilance, et grâce à un corps et un esprit rendus aptes à l'action, je deviendrai maître de moi-même. On peut dire qu'il y a 4 choses dans l'armée, hein, et il y a une comparaison avec l'armée. 4 facteurs. Hein. Mais j'ai trouvé que c'était pas très clair, parce que, au moins comment c'est sorti dans la traduction, il y a eu, il me semblait que je l'avais noté, Geshe-la a parlé, il y avait 4. Ah, voilà. Comme à la guerre, on s'arme de courage, on a l'attirail nécessaire, on active la mémoire et la vigilance et on va jusqu'au bout. Ici, le combat contre les mauvaises dispositions, c'est-à-dire contre l'indolence, la tiédeur, il y a 4 facteurs qui vont se ramener. Bon, c'est une comparaison entre l'armée. Souvent, il y a des exemples qui servent à comprendre. Mais quelquefois, les exemples, si c'est pas clair, hein. Et là, je crois que c'est un peu le cas. Hein, c'était pas très clair. Donc ici, le combat contre les mauvaises dispositions. D'abord, la force mentale, la confiance en soi. Donc j'ai cette précieuse renaissance humaine, le potentiel qui coupe court au découragement. C'est ce qu'on appelle la persévérance enthousiaste semblable à une armure. Ça, c'est le premier facteur. Je crois que c'est ce qui sort aussi dans le commentaire. Hein. L'enthousiasme persévérant, semblable à l'armure. Ça veut dire, quoi qu'il se passe, je vais continuer. Hein. Sans découragement, voilà. Donc le deuxième, c'est les 2 accumulations, réunir les 2 accumulations et purifier les négativités, hein, pour arriver jusqu'au bout. Moi, c'est ce que j'ai noté. Donc l'armée des 2 collections. Hein. Ensuite, la diligence, grâce à la mémoire et la vigilance. À mon avis, c'est le 3e. Au moment de l'action elle-même, la mémoire et la vigilance. Hein. Et le 4e, je deviendrai moi-même grâce à un corps et un esprit rendus aptes à l'action. Je pense que c'est le 4e. Parce que Geshe-la, là, il a parlé de Xinjiang. Xinjiang, c'est après l'effort, normalement, il y a ce qu'on appelle la maniabilité, hein, la souplesse. Et ici, elle est indiquée dans le commentaire avec un corps et un esprit rendus aptes à l'action. Hein. Je deviendrai maître de moi-même. Ça, c'est la 4e force, le 4e facteur. Suivant la... Tu comprends, Emmanuel? Tu n'as pas l'air de percuter. Est-ce que le 3e, là, ça correspond pas aussi à la détermination jusqu'au but, en fait? Parce qu'il dit « je deviendrai maître de moi-même ». Oui. Bon, moi, je me fixerai pas trop là-dessus. Parce que si tu lis le commentaire, quand il dit « on triomphe de ses ennemis grâce aux 4 dharmas victorieux », et si tu regardes la note, voyons, l'enthousiasme persévérant, semblable à une armure, l'enthousiasme persévérant dans l'application, la mémoire et la vigilance, ainsi qu'un corps et un esprit aptes. Tels sont les 4 dharmas, comparés aux 4 corps d'une armée, l'infanterie, la cavalerie, l'armée d'éléphants et les chars.
Donc ça, c'est l'explication. Geshe-la n'a pas donné cette explication. Il a parlé de ce que j'ai dit, le courage, etc. Et puis, il a nommé ces 4 facteurs. Bon, c'est pas très grave, je pense. Ça correspond pas tout à fait. Ouais. Merci. À mon avis. Sinon, moi, je vais vous poser des questions, justement. Hein. J'ai repéré quelques aspects dont Geshe-la a parlé et je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc, je vais vous poser la question. À un moment donné, Geshe-la a dit, je ne sais plus quelle strophe c'était, mais il disait, c'était assez avant dans le texte, c'était hier. Si on compare nos actions positives et nos actions négatives, hein, en fait, c'est beaucoup plus facile de s'engager dans la non-vertu, hein, parce que les 4 facteurs sont complets. Hein. Alors que c'est plus difficile d'avoir la vertu complète et de réunir les 4 facteurs. Donc ma question, c'est qu'est-ce que sont les 4 facteurs? Alors, je répète, j'entends motivation, la base, la motivation. Alors, qui c'est qui veut prendre le micro et dire tout? 4. Je crois qu'il y a la base, c'est-à-dire qu'il faut que l'objet soit bien identifié. Oui. De l'action, il faut qu'il y ait l'intention, c'est-à-dire que dans l'intention, il y a la motivation, il y a la présence d'un facteur perturbateur, il faut qu'il y ait l'action accomplie et qu'on se réjouisse du résultat. Voilà. Donc ça, on trouve dans quel enseignement on trouve ça? Le karma. Hein, dans le karma, pour qu'un karma soit complet, il faut les 4 facteurs. Hein. Donc il y a la base, c'est l'objet. Après, il y a l'intention. Donc, toute petite... Excuse-moi, tu veux prendre le micro? Donc, voilà. Donc, il y a l'objet. Après, dans l'intention, hein, il y a 3 facteurs. Hein. Donc, c'est là qu'il y a la discrimination, c'est-à-dire on ne se trompe pas d'objet. Il y a l'intention de s'engager dans l'action, et puis, ou la motivation, et puis il y a une perturbation mentale qui intervient. Hein. Donc, soit l'ignorance, ou l'attachement, ou l'aversion. Hein. Donc ça, c'est le deuxième. Oui. 3e, c'est la mise en œuvre. Et le 4e, c'est l'accomplissement, c'est-à-dire le résultat de l'action effectif. Hein. Donc, par exemple, si, hein, de façon à ce que, on sait si et ça constitue une action complète, un karma complet qui a les 3 résultats qui sont définis dans le lamrim. Hein. Donc, on dit par exemple une mauvaise renaissance, c'est dû à un tel karma complet, négatif complet. Hein. Si un des facteurs par exemple, si on a tout complet, mais qu'à la fin, par exemple, on se réjouit pas, on regrette, etc. Hein. Ou alors, si à la fin, il y a des gens quelquefois qui demandent, il y a des questions. Est-ce que, par exemple, quand je suis au cinéma, que je regarde un film, hein, et que je suis prise par l'action, et qu'il y a, par exemple, des meurtres ou des actions comme ça, hein, est-ce que je crée du karma? Il n'y a pas de résultat. Donc, il n'est pas complet. Mais quand même, est-ce que je peux créer du karma? Hein? Mais le karma n'est pas forcément complet parce qu'il n'y a pas il y a pas l'action, ouais. Mais il y a l'action faite par quelqu'un et il n'y a pas la motivation, enfin, c'est à examiner, hein? Comment? Il y a la réjouissance, hein? Si on est pris, il y a peut-être la réjouissance, il y a peut-être l'intention que quelqu'un soit tué, par exemple. Hein? Mais bon, il n'y a pas de résultat, puisqu'il n'y a personne qui meurt. Hein? Ouais. Mais c'est un personnage quand même.
Est-ce que c'est un personnage? C'est un film. Hein? C'est comme dans un rêve. Hein? Oui, oui. Bon, donc même si on regarde, je le répète, parce qu'il faut prendre le micro normalement, même si on regarde un film avec, par exemple, une intention négative, il y a une intention, on n'est pas dans la réjouissance. Oui, évidemment, après, il faut voir si on est dans la réjouissance ou pas. Tout ça, c'est à voir. Hein. Justement, il y avait une question aussi que je m'étais posée par rapport au devoir que vous avez rendu, non, qu'on vous a rendu aujourd'hui, parce que celui que vous avez rendu, celui que je vous ai rendu, il y avait la question sur la colère, hein, comment on se débrouille avec la colère. Hein. Je ne sais plus, qu'est-ce que c'était la question? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre dans votre vie par rapport à la colère, hein? Et il y a certaines personnes qui ont commenté, et bon, ça m'a interpellée, c'est pour ça que j'en parle, le rôle des médias, par exemple. Hein. C'est quelque chose une chose à laquelle il faut réfléchir. Dans l'enseignement, par exemple, il y a, de l'AMRIM, il y a les 6 conditions qui facilitent l'émergence des perturbations. Hein. Et une d'entre elles, c'est, bon, évidemment, ils n'avaient pas la télé et tout ça, du temps où ils ont écrit les textes, mais ils parlent des lectures, hein, faire attention à ce qu'on lit. Et donc, ça peut s'appliquer aussi aux médias, les films, la télé, etc. Hein. Donc, certains d'entre vous ont fait ces réflexions. Et bon, moi, je sais que c'est quelque chose qui me touche aussi, parce que je regarde la télé, un peu. Mais bon, j'aime bien voir les informations. Quand même, donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on ignore tout? C'est quand même bien de savoir ce qui se passe dans le monde. Hein. Et dans quelle mesure on le fait, parce que quelquefois les médias aussi c'est très répétitif et donc on voit la même chose et donc ça peut être une source de mécontentement qui alimente la colère, hein, qui nous irrite ou l'aversion, oui. Comment? C'est nocif. Qu'est-ce qui est nocif? C'est nocif de se gaver de négativité, oui. Oui. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire par rapport aussi aux films. Hein, si on regarde des films, prends si tu veux le micro si tu veux parler. Tiens, il y en a un là par exemple. Peut-être qu'il me fonctionne. Oui, tu tournes le bouton, voilà. Vas-y. Oui, peut-être que pour être informé, on peut favoriser l'écrit, qui est toujours plus posé que l'image et les invectives journalistiques, à mon sens. Il faut se méfier des images et de cette répétition de l'horreur. Voilà, éteindre la télé et ouvrir des journaux peut-être. Et des journaux choisis. J'ai tendance à penser que... Tu veux prendre le micro s'il te plaît, ouais. Tu veux prendre le micro s'il te plaît devant là, ouais. Oui, j'ai tendance à penser que dans les journaux, on trouve aussi des nouvelles très perturbantes et que c'est très difficile de trouver un journal qui va poser les choses de manière tranquille, sans déclencher de l'aversion, de la haine, de la colère, quoi. Alors après, il y a les revues, par exemple, les revues bouddhistes. J'en trouve pas beaucoup en français et seulement une fois par mois. Donc là, c'est très limité, quoi, au niveau information. Ouais. Ben, c'est ça, oui, pour les informations, les revues bouddhistes. Oui, pas seul Yves. Oui, moi j'avais justement parlé de la radio. Quand j'écoute France Info ou
France Culture, j'écoute les informations. En fait, c'est pas tellement que dans ce cas-là, le média est toxique, c'est parce que j'ai mes perturbations dans mon esprit. Et je prends un peu plus de distance maintenant, mais pendant longtemps, je n'avais même pas conscience que c'était de la colère, quoi. En fait. Ouais, ta réaction. Oui. Et quand j'en ai pris conscience, j'ai pris de la distance, en fait, à ça. T'as pris la distance avec par rapport à ce qui est dit et la façon dont moi, après, ça me faisait réagir. J'ai pris de la distance dans le sens où j'ai compris que ces choses-là n'ont pas de réalité concrète, qu'il ne faut pas les regarder comme ça, qu'il faut apprendre à les regarder d'une autre façon. Et pour avoir en interne une... Et tu les regardes comment ? Eh bien, par exemple, quand je vois des actions du gouvernement qui ne me paraissent pas positives et qui, aujourd'hui, je me dis que c'est lié au karma collectif, que en fait chacun cherche le bonheur, veut pas de souffrance, ça en génère peut-être, mais c'est comme ça, c'est lié à notre karma et donc il faut changer déjà mon karma pour que je puisse participer à une société où il y aura des choses encore différentes et meilleures. Oui, donc ça dépend aussi. Donc il faut faire attention quand on n'a pas l'esprit fort. C'est ça en fait. Tant qu'on a les perturbations en nous, donc elles vont être facilement émoustillées, elles vont être facilement activées, oui, développées. Si on a l'esprit plus paisible, on va pouvoir regarder les mêmes choses d'une autre façon. C'est comme la Mazopa Rinpoche qui dit que à la télé, toutes les chaînes ont c'est le même programme, c'est le lamrim sur toutes les chaînes. On peut regarder. Partout c'est la souffrance, partout c'est le karma, partout c'est l'ignorance, partout c'est ou alors autre chose. Mais on peut toujours tout voir en fait sous le prisme du dharma. Ça dépend comment on le regarde. Mais bon, le problème c'est que on a peut-être besoin de se protéger si on n'a pas l'esprit assez fort et donc ça faut faire attention. Il y a oui. Je peux faire une remarque, je ne sais pas si vous connaissez la photo où le Dalai Lama pleure en regardant les informations. Ah ouais. Ouais, c'est tu veux pas passer le micro derrière, ouais. Donc oui, faire attention, c'est des facteurs aussi de troubles. Allume-la. Ouais. Alors la question que je me pose, moi, c'est avec quelle motivation on regarde tout ça ? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on va en faire, justement? Parce qu'est-ce qu'effectivement on s'enferme dans sa grotte en continuant à méditer, à prier pour le bien de tous les êtres, et puis là où on est maintenant, on fait rien? Je veux dire, à quoi? Pour moi, la motivation que j'ai en me tenant informée de ce qui se passe dans le monde, ici et maintenant, dans mon pays et là où je suis, c'est aussi pour essayer d'apporter une petite contribution sur des choses qui me révoltent. Et alors la question est aussi quel lien entre la colère et la révolte d'un point de vue bouddhiste. Et si ça débouche effectivement que juste me mettre en colère ou me faire pleurer ou me faire m'enfermer dans ma grotte et fermer les yeux sur ce qui se passe dans le monde, je vois pas du tout en quoi c'est bouddhiste ça. Voilà. Je veux dire, on peut regarder des choses affreuses. Moi, je regarde pas la télévision, j'ai pas la télévision chez moi, donc je m'informe sur d'autres médias. Mais tu dis ça, tu t'informes et ça te révolte. Il y a des choses qui se passent dans mon pays ou dans le monde qui me révoltent. Oui, et donc la révolte, c'est un type de colère. C'est peut-être un type de colère, mais maintenant, après tout ce travail de toutes ces années, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui me révoltent sans me mettre en colère. Tu vois les différences ? Est-ce que voilà, c'est une nuance. Non, mais est-ce que on peut être révolté? Il y a des choses sur lesquelles je me dis, je peux mettre mon grain de sel, comme par exemple signer des pétitions ou aller agir à tel truc. Est-ce qu'on peut être révolté sans être en colère? Voilà. C'est ta question. Et à ce moment-là, c'est quand même une question ou c'est une affirmation? Je sais pas. Pour moi, je pense que non, mais je voudrais savoir le point de vue des maîtres bouddhistes et des gens qui nous enseignent, dont toi. Mais moi, j'ai pas. Je veux dire, c'est mon opinion personnelle et mon expérience là. J'ai pas la réponse. Mon expérience personnelle, c'est que
Et mon idée, c'est que moi, j'ai quand même quand j'étais jeune, j'étais militante. Je continue un peu à l'être. Et me suis beaucoup occupée de syndicalisme. Et j'ai quand même un peu de mal, si tu veux, à ne plus du tout laisser tomber. Voilà, tout laisser tomber. Et voilà, parce que je veux dire, il y a quand même des choses que si. Oui, d'accord. On peut quand même, en attendant de devenir Bouddha, on peut quand même mettre un grain de sel positif. Oui, après ça, c'est tout la question de la non-violence. Et est-ce qu'on peut agir dans le monde quand même? Après, c'est comment on agit dans le monde. Voilà. Et c'est toujours l'histoire de la colère et de la violence. Oui. Bon, quand tu parles de révolte, on peut avoir un sens... oui, je comprends ce que tu dis, je crois que tout le monde comprend. Mais bon, quand tu parles de révolte, est-ce qu'on peut être révolté sans colère? La révolte, elle porte là... Est-ce qu'il existe une saine colère? Ben c'est ça. Comment on appelle? C'était la discussion sur la... Non. L'indignation. Voilà. L'indignation. Voilà. L'indignation, est-ce que c'est un type de colère? Et est-ce que... les indignés, c'est... comment il s'appelle qui avait écrit les indignés? Est-ce qu'on peut agir autrement que... bon, est-ce que l'indignation, ça équivaut à la colère? Est-ce qu'on peut agir... C'est ça un peu la réponse bouddhiste, si tu veux, c'est que dans le monde on dit oui, l'indignation ou ah ça y est, il va nous faire le coup des 4h moins le quart. Faudra appuyer sur ça fait rien. Faudra appuyer sur le bouton à gauche qui est sous le vert, mais à gauche, je crois. Le petit là, voilà. Essaye. Voilà. Ok. Non, mais après, justement, Stéphane Hessel, après Indignez-vous, il a écrit Engagez-vous. Ouais. Oui, donc, oui, la question, c'est la question un peu dans le monde, c'est les gens disent, les gens qui sont militants, etc., je veux pas militer contre le militantisme, mais ils disent oui, l'indignation, la colère, elle est bien parce qu'elle nous pousse à faire des choses positives. La réponse du bouddhisme, c'est est-ce qu'on peut pas faire des choses positives sans colère? Est-ce qu'on peut pas être motivé? Parce qu'on a l'impression dans le monde que si on n'a pas la colère, on laisse tout tomber, on fait rien. Donc la réponse du bouddhisme, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose avec une autre motivation que la colère? En voyant aussi, et avec la sagesse, en voyant que notre action, elle va être limitée. Parce que notre action, souvent, l'action militante aussi, elle s'adresse pas aux causes générales. Pour changer quelque chose, il faut voir les causes et les conditions générales d'une situation, et ça va très loin. Après, avec une bonne motivation, ça ne nous empêche pas de faire quelque chose avec une bonne motivation. Donc, il faut... c'est un aspect de la vie auquel il faut faire attention. Par rapport aux perturbations. L'information divise. Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Ouais. Ouais. Je trouve que l'information en général divise les personnes. Elle n'est pas dans le sens d'harmoniser, de regrouper. Mais c'est-à-dire dans l'information, moi je dirais que l'information, elle n'est pas équanime. Elle n'est pas équanime, l'information. Elle prend parti. Donc elle pousse à... elle est divisive. Elle est on insulte les gens. Elle est très négative souvent, l'information. Elle est pas... Ça dépend, mais... Oui. Donc il faut savoir aussi, c'est pas évident de faire la part des choses. Nous-mêmes, il faut arriver à prendre ça un peu avec recul et pas trop si... Penser aussi à l'impermanence, les choses elles changent, et pas s'arrêter à ce qu'on voit dans les médias. D'accord. J'avais une autre question. Et je vais essayer d'arrêter assez tôt pour qu'on puisse aller se rafraîchir. Il me semble que j'avais une question. Oui. Est-ce que... alors, peut-être c'est facile, mais je ne savais pas si c'était bien clair pour vous. Je pense que Geshe-la a mentionné à 2 reprises. Il a dit ce matin, il l'a dit hier aussi. Hier, peut-être quand il a parlé des aras du Hinayana. Et ce matin, il dit, en cherchant notre propre bonheur, on ne pourra pas parachever. On ne pourra pas le parachever.
En cherchant notre propre bonheur, on ne pourra pas le parachever, mais avec l'altruisme, nous allons pouvoir parachever le bonheur de soi et des autres. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Micro? Est-ce que quelqu'un peut faire avancer le micro? Peut-être que c'est la différence entre le Hinayana et le Mahayana. Dans le Hinayana, les personnes qui étudient, qui pratiquent pour leur propre bien-être, oui. Et pas pour le bien-être de tous les êtres. Oui. Donc on ne peut pas parachever l'éveil, on ne peut pas arriver à l'éveil, alors que je pense que c'est ce qu'a voulu dire Geshe-la ce matin. Ouais. Par rapport aux notes que j'avais prises, j'avais noté ça, moi, qu'il y avait une différence entre comment on appelle les arhats, non, les auditeurs, voilà. Ouais. Les auditeurs et vas-y, tu peux lire si tu veux. On t'écoute. Ouais. Et oui, et les bodhisattvas, merci. Je cherchais, je retrouvais. Tu ne trouves pas, ouais. Et donc, comment ça se fait que les éditeurs, en fait, ce qu'ils disent, c'est que les auditeurs, en cherchant notre propre bonheur, les auditeurs qui veulent achever, réaliser la libération pour eux-mêmes, ne trouvent même pas, ne parachèvent même pas leur propre bienfait. C'est ça qu'ils disaient. Comment on peut expliquer ça? Allez, Colette. Colette, tu prends le micro, s'il te plaît. Et c'est ça qu'il dit, en fait, finalement. Attends, laisse-moi reposer bien la question. En fait, ce qu'il dit, c'est que en cherchant son propre bonheur, c'est-à-dire en cherchant la libération pour soi-même, on n'arrive même pas à parachever son propre bonheur. Alors que avec l'altruisme, c'est-à-dire en voulant libérer tous les êtres, avec la bodhicitta et la voie du bodhisattva, on arrive à parachever le bien de soi et des êtres, les deux, et des autres, les deux. Oui, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire que explique à ce moment-là. Je ne sais pas si ça va expliquer complètement, mais j'avais compris qu'en fait, on ne pouvait on pouvait pas espérer parachever son propre bienfait, son propre bonheur, sans passer par l'altruisme. Qu'on ne pouvait que le véritable bonheur passait obligatoirement par le développement de l'altruisme. Oui. On ne pouvait pas espérer être heureux. Oui. Mais techniquement, comment ça peut Yves? Comment ça peut s'expliquer un peu plus précisément, techniquement? C'est-à-dire que l'auditeur, lui, il va utiliser la sagesse, il ne va pas l'associer donc à l'esprit d'éveil. Et en fait, il ne va pas pouvoir se libérer, il n'atteindra pas l'éveil, il va atteindre que l'extrême de la paix. Oui. Alors que le bodhisattva, lui, en associant la méthode et la sagesse, donc en associant l'esprit d'éveil avec la sagesse, il pourra atteindre l'éveil. Oui. Et donc par là, il pourra bien faire son propre bonheur et celui des autres. Oui, mais il y a quelque chose. Oui. Oui. Quelqu'un autre chose? Tu veux prendre le micro? Vas-y. Je pense que c'est peut-être une question un peu mathématique. Du fait de penser à autrui, ça crée une énergie positive qui est boostante, d'autant plus boostante qu'elle va vers autrui et qu'elle est reçue des Bouddhas quelque part. Donc c'est un plus boostant du point de vue de l'énergie positive accumulée par ce désir. Alors, quelque chose de plus technique. Quelqu'un a quelque chose à ajouter à ces explications? Donc, quand on dit qu'on atteint l'état de Bouddha, on dit, en fait, dans les textes philosophiques aussi, c'est exprimé comme ça. Randen Shenden, on cherche le bien pour soi-même et le bien des autres. Le bien fait pour soi, le bien fait des autres. Et on dit que le Bouddha a atteint, a réalisé, a parachevé le bien de soi et le bien des autres. Et comment c'est décrit dans l'état de Bouddha? Le bien pour soi. Qu'est-ce qui réalise le bien pour soi? Les 4 corps. Donc, tu veux expliquer? Prends un micro.
Allez, hop. Ouais. Le Bouddha a actualisé les 4 corps. Ouais. Et en fait, il est capable d'être bénéfique. Lui, il a obtenu la libération. Donc, il a obtenu un corps pur. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Mais de la même manière, il peut se manifester, prendre tous les corps qu'il veut pour aider les êtres. Oui. Donc, donc il a agi pour son propre, bienfait, mais aussi pour le bien des oui. êtres. Oui, donc ça c'est bien de le savoir parce que bon, Geshe-la il dit ça, hein, comme ça, et puis c'est traduit aussi, bon, la façon dont ça sort, c'est en termes très généraux, mais ça fait référence à quelque chose de très technique et de très précis. Donc c'est pour ça que je voulais le préciser pour que vous le sachiez. Quand vous entendez ça, vous savez à quoi ça fait référence. Oui, les corps de Bouddha, donc il y a 2, 3, 4, ça dépend comment on les compte, mais en gros, il y a le Dharmakaya. Hein, le Dharmakaya, c'est l'esprit du Bouddha, le corps de la loi ou le corps de vérité. Hein, et l'autre, c'est le corps de forme, les autres corps. Hein, le Sambhogakaya, le Nyamanakaya, c'est les corps de forme. Hein. Et donc, on dit que quand on atteint l'état de Bouddha, le Dharmakaya représente le bien pour soi. Hein. C'est le résultat ultime. Parachever le bien pour soi-même, c'est atteindre le Dharmakaya. Hein. Le corps de vérité ou le corps de loi, c'est la complétude ou la complétion, l'achèvement du sentier pour soi. Hein. C'est la libération pour soi. Hein. C'est l'obtention du Dharmakaya. Alors que les corps de forme, la fonction des corps de forme, c'est pour agir pour les autres, le bienfait d'autrui. Et donc on dit que c'est dans l'état d'éveil qu'on atteint, qu'on parachève à la fois le bien pour soi et le bien pour les autres. Hein. Et c'est ça, cet état-là qui permet de parachever ces 2 buts. Hein. On parle des 2 buts. Avec la libération pour soi, on n'atteint aucun des 2 buts. Hein. Et ça fait référence particulièrement à ces corps de Bouddha. Voilà, c'est tout. Hein? Mais c'est bien de le savoir, parce que quand on entend ça, on sait à quoi ça fait référence techniquement. Ouais. Quand on atteint notre propre bonheur, ça veut dire la libération individuelle, hein, on n'a atteint aucun des 2 buts, parce qu'on n'a atteint ni le Dharmakaya, ni le corps de forme. Hein. L'arat du Hinayana, donc qui a atteint le nirvana, hein, qui atteint la libération personnelle, hein, n'a pas abandonné les voiles à la connaissance. Hein. Il a abandonné, on parle aussi en termes des 2 voiles, hein, les voiles des perturbations qui empêchent d'atteindre la libération personnelle et les voiles à la connaissance qui empêche d'atteindre l'état de Bouddha. Donc si tu veux, un arhat n'a pas terminé le chemin, il n'a pas tout abandonné et il n'a pas actualisé, parachevé le bien pour soi et le bien pour les autres, c'est-à-dire il n'a pas atteint le Dharmakaya et le Rupakaya, hein, et il n'a pas toutes les qualités d'un Bouddha. Il n'a pas la compassion illimitée pour tous les êtres et il n'a pas l'omniscience. Donc c'est ça, je veux dire, en cherchant notre propre bonheur, on ne pourra pas le parachever. Hein. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire on atteint la libération, mais on ne parachève pas, on ne va pas jusqu'au bout du but pour soi. C'est-à-dire on n'a pas complètement développé l'omniscience, c'est complètement développé notre esprit, on n'a pas atteint le Dharmakaya. Oui, c'est trompeur d'associer le Dharmakaya avec le bien pour soi, mais c'est pour ça que je le dis, parce que techniquement, philosophiquement, c'est ça. Randen, Shenden, les deux buts qu'on recherche dans la voie, c'est ces 2 buts, ces 2 types de corps qu'un Bouddha atteint. Tu vois? Et donc, c'est pour ça, c'est la traduction aussi du tibétain. Hein, là, le bien pour soi, le bien pour les autres, c'est ça, fait référence à ces expressions en tibétain.
Hein. Et la définition, c'est ça. C'est un Bouddha atteint le Dharmakaya qui représente le bien pour soi, le bienfait pour soi, hein, complètement parachevé. Et le corps de forme, c'est le bienfait pour les autres. C'est pour ça que je voulais le relever, parce que c'est pas évident. Hein. Voilà. On peut s'arrêter là, il reste 3 minutes. Ah oui, je voulais vous dire aussi, c'est terminé, hein. Tu peux y aller si tu veux, Gabriel. Non, je voulais juste vous dire que les devoirs que vous avez rendus aujourd'hui, ou hier aujourd'hui, ils vont vous être rendus. Je ne vais pas les corriger. Et j'enverrai une correction type. Parce que c'est pas très compliqué, en fait, hein, donc, je vous envoie la correction. En début de semaine, vous allez recevoir les questions à rendre en juillet. Et aussi le corrigé du devoir pour aujourd'hui. Hein. Comme ça, vous regardez vous-même. Parce qu'il y en a peut-être qui ne viennent pas en juillet. Donc, au lieu de laisser traîner des copies. Et puis, bon, c'est assez simple, finalement, les réponses. Vous aurez le corrigé. Merci. Merci.